Bonjour à toi qui veux découvrir ou redécouvrir les ressources humaines. Je m'appelle Laurent Chapelle et de cette matière, ma passion, j'en ai fait mon métier en créant la société RH Expert il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, j'ai la chance d'intervenir au quotidien avec d'autres passionnés RH dans les entreprises, quel que soit l'endroit, le secteur ou la taille, pour comprendre et accompagner les employeurs. Votre podcast RH, c'est un mélange de femmes et d'hommes qui vivent au quotidien les RH et vont maintenant échanger pour vous apporter les clés de ces métiers extraordinaires. On prend un thème qui contient 12 épisodes avec chacun 12 questions pour comprendre le monde d'hier et de demain. Dans le cadre du thème de la découverte des ressources humaines, l'épisode d'aujourd'hui est consacré à savoir ce que sont justement les ressources humaines. Avec 3 parties, 3 invités. Aujourd'hui, dans Graines de RH, je vais recevoir Amara Camara, étudiant à la HR Academy au Luxembourg. Puis dans Entreprise des RH, on échangera avec Yasmine Zarab, qui manage dans son entreprise des équipes de consultants RH. Et enfin, dans la troisième et dernière partie, l'expert RH de la semaine sera Aurélia Claire, psychologue du travail. En moins d'une demi-heure, on va vous donner des informations et un éclairage sur votre passion, les ressources humaines, avec quelques surprises durant ces échanges. Allez, on va RH bavarder. Graines des RH par RH Expert. Graines des RH. Bonjour Amara Camara, tu es étudiant en Master Management des ressources humaines à la HR Academy au Luxembourg. C'est donc le métier passionnant que tu veux réaliser a priori et tu vas donc me dire pourquoi. Bonjour Laurent, oui je veux travailler dans le monde des ressources humaines car je veux être le pont entre les collaborateurs et les membres de la hiérarchie. Alors si le thème général de ce podcast va se demander ce que sont les ressources humaines, on va poser cette première question et revenir aux origines. Alors dis-moi Amara, de quand datent les ressources humaines ? Dans le monde qui met en place la révolution industrielle au début du 19e siècle, on passe d'un système économique tournant autour des marchands et des ouvriers à au système de l'industrialisation. Alors c'est pas facile à dire, je suis d'accord, mais l'industrialisation c'est quand même ce qui a révolutionné et amené les ressources humaines parce que on avait surtout les directeurs d'usine avant. Oui, les directeurs d'usines se sont employés à tirer les ouvriers et à les discipliner. Outre la mise en place d'un système paternaliste, ils cèdent du règlement intérieur et du livret ouvrier pour assurer l'ordre dans les usines. En France, les tout premiers services du personnel apparaissent dans les grandes usines à partir de 1880. Leur rôle se limite au recrutement et à l'affectation des ouvriers. Suite aux grandes grèves de 1906, toujours en France, le poste de responsable des ressources humaines est créé dans un grand nombre d'usines avec pour mission principale de ne pas embaucher d'ouvriers politiquement engagés. Au moins c'est clair. Et donc après la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé justement sur cette évolution ? Il y a eu une pénurie de main-d'œuvre et des difficultés à embaucher et fidéliser les salariés, ce qui a conduit à une généralisation des services de personnel dans toutes les grandes usines dans le pays. Alors, on parle beaucoup de l'évolution des ressources humaines au XXIe siècle, mais si je t'entends bien, entre les deux guerres, c'est là où on a commencé à parler déjà de fidélisation des salariés. Alors, ma deuxième question, elle va être simple. On parle des ressources humaines, mais quelque part, est-ce qu'il faut les repenser parce qu'elles ont déjà été pensées ? Oui, une personne, je pense notamment à une personne, c'est Taylor. Il a encadré et il a apporté un certain changement. Comme dans les romans de Zola, vous vous souvenez de la mécanisation à outrance appliquée dans les grandes entreprises. Celui-ci avait analysé les mouvements et que suivaient les ouvriers pour les optimiser. De ce fait, il envisage un recrutement particulier, selon la personne, la qualification, son adaptation, ainsi que la formation potentielle nécessaire, entraînant des rémunérations car on était payé à la pièce. Déjà à l'époque, on devait travailler plus pour gagner plus. Oui, qui est un peu antagoniste avec ce qu'on vient de dire. Pour gagner plus, il faudrait fidéliser plus peut-être. Alors, cette action, elle entraîne, j'imagine, les prémices de l'encadrement de l'homme dans son milieu professionnel. Oui, la première illustration de cet encadrement est apparue dans une entreprise américaine au cours des années 1930. On constate que dans un milieu professionnel, l'homme présente une attitude différente de celle qu'il a chez lui. Et on peut supposer que le manque de motivation induit une mauvaise qualité des produits, un relationnel difficile, jusqu'à une envie d'abandonner son travail, ce qui fait baisser la productivité. Alors, pour éviter ces conséquences néfastes, j'imagine qu'il y a des améliorations qui sont amenées. Mais ma troisième question, elle va être plus théorique, car j'imagine que beaucoup de théoriciens d'études ont été apportés sur le sujet. Bien évidemment, je veux en citer 3. Tout d'abord, Hawthorne, excusez-moi pour la prononciation. Non, c'est très bien, Hawthorne, on l'a bien compris. Hawthorne de l'entreprise américaine qui constate une modification environnementale au travail qui entraîne une efficacité de l'homme.
L'homme doit se sentir appartenant à un groupe pour être productif. Ensuite, je veux citer Maslow, qui a apporté la pyramide de Maslow. Cette pyramide montre une chronologie dans leur satisfaction. Il faut que les besoins 1 soient satisfaits pour que les besoins 2 le soient. Alors si on parle des besoins, on parle par exemple des besoins primaires, j'imagine, oui, c'est ça. jusqu'au dernier qui est l'accomplissement de soi. Et alors le dernier théoricien dont tu veux nous parler, c'est lequel ? C'est Herzberg, qui est un autre théoricien qui distingue pour sa part 2 facteurs. Tout d'abord, les facteurs de motivation inhérents au travail et compensés en cas d'absence par des conditions de travail ou de salaire. Et deuxièmement, on a le facteur d'insatisfaction inhérent à l'environnement de travail, qui fait référence aux conditions matérielles et autres. Alors on se rapproche de l'époque contemporaine et on peut se demander, mais que devient la fonction des ressources humaines au cours du XXe siècle et surtout, quelle est son évolution ? Jusqu'aux années 1970, on parlait de gestion du personnel. Son activité se résumait à une simple vision opérationnelle de la paye, de la législation sociale pour une sécurité matérielle. Donc si on parle à ce moment-là, en 1970, justement de la gestion du personnel, on parle bien du directeur du personnel qui est au fond du bureau, derrière une porte vitrée, qui va voir jamais les ouvriers. C'est bien de celui-là. Oui, c'est celui-là qui est craint par tous les collaborateurs. De 1970 à 1990, on parlait de gestion des ressources humaines. Son activité s'étend à une vision tactique grâce à une décentralisation de la fonction. Elle met en lumière les notions de compétences, savoir-faire, et on y associe une gestion prévisionnelle des compétences, des emplois et des compétences. On parle en effet là de la fameuse GPEC, la gestion prévisionnelle des ressources humaines, mais aujourd'hui on parle aussi de gestion stratégique, si j'ai bien compris. Aujourd'hui on parle de gestion stratégique des ressources humaines. L'activité se dote d'une vision stratégique centrée sur la personne, son employabilité, son devenir, son coût et bien évidemment son remplacement. Dans toute organisation évoluée, la fonction ressources humaines semble devenir un service permettant de mettre en avant des savoir-faire qu'il sera possible de transmettre entre collaborateurs. Cette fonction prend un caractère professionnel visant une efficacité économique et sociale. Efficacité économique et sociale, vaste programme. Eh bien, merci beaucoup Amara Camara. On va maintenant rentrer dans la deuxième partie de ce podcast et accueillir notre deuxième invité. Tu restes avec nous ? Oui, bien sûr, j'ai hâte d'écouter la suite. Bonjour Yasmine Zarab, tu es la formidable manager du département Consulting RH chez RH Expert au Luxembourg. C'est donc le métier passionnant que tu as réalisé et donc tu vas bien sûr me dire pourquoi tu le réalises. Bonjour Yasmine. Bonjour Laurent. Effectivement, le consulting RH est un métier passionnant qui nous permet de voir plein de diversité des métiers des RH. On peut être le matin dans des usines, l'après-midi dans des banques et ça nous permet effectivement d'avoir plein de réflexions RH sur la façon d'adapter sa politique et sa culture d'entreprise en fonction du public mais aussi des enjeux et du business de l'entreprise. Alors si le thème général de ce podcast se demande ce que sont les ressources humaines, on vient de parler des origines avec Amara Camara et on va maintenant se demander de quoi on parle actuellement. Ma 5e question sur ce thème est donc toute simple. Est-ce que les ressources humaines du monde tel qu'on connaît sont les mêmes qu'il y a 200 ans ? Et non, bien entendu, le DRH d'aujourd'hui n'était pas le même qu'hier. Alors, d'une part, sa fonction a changé et son titre a changé. On parlait avant de simple chef du personnel et maintenant on a plein de dérives. On a DRH, mais on a aussi chef du bonheur ou bien HR Business Partner. Donc effectivement, le métier a bien changé. Il a également changé en fonction des facettes de la société. L'exemple le plus marquant, c'est l'impact du digital. Il y a une 50aine d'années, on pilotait son entreprise avec l'implémentation de nouveaux logiciels. Les emails sont apparus avec Hotmail en 1996. Et aujourd'hui, on passe à la 4e révolution industrielle, comme le disent certains, avec l'intelligence artificielle. Donc hier, on apprenait à nos collaborateurs à gérer des mails et maintenant, on leur apprend à travailler avec des robots. Est-ce que justement récemment, il y a eu un impact du télétravail ? Est-ce que ça a un peu changé ça à l'intérieur des entreprises ? Bien entendu, alors ça a changé d'un point de vue RH très important. Pourquoi ? Parce qu'on a un rapport à l'entreprise et à l'organisation du travail en général qui a été modifié. La première chose, on parle d'une culture de présentéisme. On allait tous les jours et tous les matins dans son entreprise voir ses collègues. Aujourd'hui, on se lève le matin et on travaille derrière son ordinateur. Donc la façon de penser son entreprise et la culture qu'il peut avoir dans l'entreprise a totalement changé. Alors Yasmine, je vais appeler ton œil international parce qu'on est à la moitié des questions et je voudrais savoir si les ressources humaines se vivent de la même façon dans chaque partie du monde. Encore une fois, c'est la richesse du métier des ressources humaines et effectivement, non, on a un management interculturel qui est vraiment différent en fonction des pays. Si on prend par exemple aux États-Unis, c'est forcément implanté et implémenté en fonction
de la façon de manager. Donc, c'est-à-dire que les managers se montrent souvent optimistes, ouverts à tout changement, avec une facilité et une capacité d'innovation importante. Donc, on prend Google, qui est un des plus connus en termes de management et de politique RH. Ils ont su effectivement se placer en tête des entreprises avec le Great Place to Work et ils se sont basés sur tout ce qui était créativité. Aujourd'hui, si on prend les modèles européens avec l'Allemagne, avec la France, on est beaucoup plus sur un management hiérarchique, toujours avec une performance qui est visée, où la ligne et l'organigramme vont être importants. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on va reconnaître quelqu'un pour ses compétences et pas uniquement pour sa capacité d'innovation, comme aux États-Unis, par exemple. Donc oui, en fonction d'où on vit, on ne va pas être piloté de la même façon. Alors si on parcourt un peu le monde, comme tu viens de le faire, on a parlé à gauche, on a parlé au milieu, et si on regarde à droite, au niveau de l'Asie, est-ce qu'il y a des modèles particuliers ? Alors oui, en Asie, effectivement, on reste sur un modèle qui est un peu plus similaire par rapport au modèle européen, avec un management énormément hiérarchique. Donc on va être basé sur la performance et la culture d'entreprise va être importante. Et effectivement, pourquoi on va la rendre importante ? Parce que le lien et le respect qu'on doit à son manager est important. Alors si on continue sur ma 7e question, on peut penser que les ressources humaines modernes ont supprimé la partie administrative et qu'elles n'en font plus du tout ? Alors c'est vrai, on parlait avant de révolution industrielle, on parlait d'intelligence artificielle et on peut se demander effectivement si on ne fait plus du tout d'administratif. Alors pour le coup, il y a encore une partie contractuelle et juridique très importante dans le métier des RH, donc il y a encore un volet administratif qui est obligatoire. Donc on va notamment penser à la mise en place des contrats de travail, à la gestion de la rémunération et toutes les obligations employeurs qui dépendent du pays où on travaille. Alors concernant justement ces parties, on a encore un théoricien, je crois qu'il y a Dave Ulrich qui a parlé justement de cette évolution et de 4 rôles clés de la fonction des RH. Oui, bien sûr, Dave Ulrich est très connu et a donné ses 4 rôles clés. Alors, le premier, c'est être un partenaire stratégique. Effectivement, le RH aujourd'hui n'est pas uniquement celui qui fait la paye ou le contrat de travail, mais il doit s'aligner sur la stratégie de l'entreprise et avoir une certaine cohérence avec la vision de l'entreprise. C'est-à-dire que le RH doit pouvoir recruter en fonction de l'entreprise et là où elle se voit, par exemple, dans 5 ou 10 ans. Alors après partenaire stratégique, on parle d'agent du changement, je crois ? Et oui, l'entreprise vit beaucoup de changements et d'autant plus maintenant, si le premier mail est en 96 et qu'aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle encore une fois, il faut se dire que tous ces changements doivent être pilotés. Donc on doit accompagner les transformations de l'entreprise. La dernière, la plus récente, a été notamment avec l'impact du Covid. Et donc effectivement, on doit développer des nouvelles compétences et apprendre à travailler autrement. Mais on garde quand même son rôle administratif, rassure-moi. Bien sûr, il y a des rôles quotidiens à mettre en place. On parlait de recrutement, on parlait de l'aspect contractuel, effectivement, qui lie une entreprise à son collaborateur, et ça, c'est très important. Dernière chose, dernier point qui a été développé par notre ami Ulrich, justement, on parle souvent d'expérience globale au travail. Tu peux nous en dire plus ? Et oui, effectivement, maintenant, un collaborateur doit vivre une expérience au travail. Et donc, effectivement, il faut connaître les intérêts des salariés à venir travailler chez nous. Donc, on peut parler effectivement de la création de la marque employeur ou développer la satisfaction des salariés en mettant en place des initiatives concrètes qui permettent de maintenir nos salariés toujours motivés. Alors, ma 8e question et dernière pour toi est cruciale, car d'actualité. La crise sanitaire mondiale du Covid a-t-elle changé l'essence même des ressources humaines telle que tu viens de la décrire ? Bien sûr, alors les pouvoirs publics européens ont pris des ordonnances de confinement et à ce moment-là, près de 4 salariés sur 10 ont commencé à télétravailler. Donc l'augmentation la plus marquée a été constatée dans les pays les plus touchés par les virus, mais aussi ceux et surtout qui savaient déjà mettre en place la technique du télétravail. Donc on a atteint des taux de télétravailleurs importants, près de 60% en Finlande, plus de 50% en Belgique, au Danemark et au Luxembourg. Donc pendant cette crise, il a fallu réadapter et réinventer la façon de travailler. On parle beaucoup de mutation du lien social. Effectivement, le café du matin n'était plus et il a fallu réapprendre à travailler d'une façon différente. Et on peut même rendre grâce à ces ressources humaines qui étaient souvent les derniers à partir et les premiers à revenir, les derniers après que tout le monde soit parti et les premiers à préparer le retour au travail de certains. C'est clair, et il y a eu beaucoup d'enjeux sur lesquels travailler. Un des premiers auxquels on a beaucoup pensé, c'était la durée de l'organisation du travail. Pourquoi ? Parce que contrôler la durée quand le salarié est présent, c'est plutôt facile, mais quand il est derrière son ordinateur, avec toutes les sollicitations et le stress que ça peut emmener, la durée doit être pilotée aussi. On a la numérisation avec tous les enjeux que ça peut apporter. Comment une personne qui travaille dans son bureau maintenant avait ses documents à disposition. La communication entre chacun et le lien social qui est très important entre les collaborateurs et entre les managers. La formation des salariés qui, elle, ne doit pas être oubliée parce qu'on est plus présent dans l'entreprise.
et bien sûr toutes les conséquences juridiques et contractuelles qu'on peut avoir, parce que oui, quand on fait du télétravail, on a des obligations juridiques pour l'employeur et pour le salarié. Eh bien, merci beaucoup Yasmine Zarab, manager des équipes consultants RH de la société RH Expert. Grâce à toi, encore une fois, on a beaucoup appris et on va maintenant rentrer dans la troisième et dernière partie de ce podcast et accueillir notre prochain invité. Merci Laurent. L'expert DRH. L'expert DRH. Bonjour Aurélia Claire, tu es psychologue du travail, experte en santé sécurité au travail chez RH Expert au Luxembourg. C'est donc le métier passionnant que tu exerces au quotidien. Et moi, ça m'intéresse de te demander pourquoi tu aimes ce métier, pourquoi tu le fais comme ça tous les jours. Bonjour Aurélia. Bonjour Laurent. Effectivement, je suis psychologue du travail, experte en santé sécurité au travail chez RH Expert. Et c'est donc un métier passionnant par sa multiplicité des tâches. On parle vraiment d'accompagnement des entreprises, aussi bien du côté employeur que salarié, notamment dans la mise en conformité en santé sécurité au travail, mais aussi dans l'accompagnement des salariés et des managers aussi liés à la communication et à l'organisation du travail en tant que tel. Alors justement, quand on parle de l'organisation du travail, on va revenir à ce podcast qui se demande ce que sont les ressources humaines. Ma 9e question, et donc la première pour toi, est fort simple. Qu'est-ce qui pourrait encore faire évoluer les ressources humaines ? Alors j'ai une réponse. Je data. m'en doutais pas, mais c'est pour ça que tu es une experte et qu'on t'a invité. C'est donc la data qui est un peu le carburant du 21e siècle. Donc si j'ai bien compris, quand on parle d'évolution, pour toi on parle de data. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup plus de données qu'avant qui sont arrivées dans la fonction RH ? Oui, tout à fait. La multiplication des données a totalement modifié la fonction RH. Pour les ressources humaines, le nouvel enjeu est vraiment de savoir comment transformer cette mine d'informations en valeur pour l'entreprise. Alors je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà su comment est-ce qu'on pouvait transformer cette data. On voit beaucoup de choses sortir, mais dis-moi, on n'est pas en train de parler de analytics RH ou de choses comme ça pour les ressources humaines ? On parle bien d'analytics RH qui permet effectivement aux ressources humaines d'entrer au cœur des enjeux business de l'entreprise. Oui, donc ça veut dire qu'après avoir communiqué, après avoir fait la paye, après avoir fait des contrats, après avoir communiqué, maintenant il faut faire des analyses. Oui, tout à fait. Les comprendre, mais aussi les intégrer dans le quotidien de l'organisation pour qu'elles deviennent des compétences indispensables au même titre que tout le reste. Alors, ma 10e question, elle va concerner un peu ce qui se passe aujourd'hui parce que un des changements les plus spectaculaires de la crise sanitaire liée au Covid a été dans le processus de recrutement. Alors, même si on avait vu certaines choses commencer à venir avant, on peut dire que la Covid a accéléré justement ces modifications. Ça m'intéresse d'avoir ton avis d'experte sur le sujet. Toi, quel est ton avis sur le processus de recrutement qui, pour être clair, s'est fait aussi beaucoup via les nouvelles technologies. Oui, en effet, depuis quelques années déjà, les recruteurs utilisent ce qu'on appelle le sourcing autonome. Ici, l'intelligence artificielle qui prend une forme d'algorithme de filtrage servant à faire un meilleur ciblage en ligne. Quelle horreur, tu veux dire qu'on va avoir des DRH qui maintenant sont d'intelligence artificielle et c'est des algorithmes qui vont justement nous recruter. Exactement. On commence à enregistrer les compétences et les expériences requises pour le poste à pourvoir. Ça fait, à mon avis, surtout gagner du temps au niveau des recruteurs et j'imagine qu'on peut traiter beaucoup plus de candidatures qu'avant. Tout à fait. Ça fait gagner d'une part un temps précieux au recruteur et d'autre part, il a accès à un plus grand nombre de candidatures. Donc après avoir eu des robots à la maison qui font notre vaisselle, des robots à la maison qui tondent la pelouse, tu veux dire qu'on a maintenant des robots qui vont faire les entretiens ? C'est ça, un véritable robot d'entretien pour vous aider dans votre processus de recrutement. Le robot combine alors traitement automatique du langage naturel et analyse les entretiens afin de définir les soft skills. Les fameuses compétences comportementales, c'est bien ça ? Exactement, et la personnalité du candidat. Donc si j'ai bien compris, c'est aussi une avancée sur la diversité, c'est-à-dire que par rapport à l'âge, par rapport au sexe ou les choses comme ça, ça va pas forcément rentrer dans les paramètres, même si j'ai bien cru comprendre au niveau des études, puisqu'une intelligence artificielle apprend et s'éduque, que parfois on peut avoir des résultats un peu surprenants, n'est-ce pas ? On a eu d'ailleurs, je crois, une expérience avec un certain robot russe. Vera, robot russe testé par L'Oréal, tout à fait, qui a l'apparence d'une femme, qui fait passer les entretiens
Et avec la voix, elle est capable de savoir si le candidat correspond au type de profil recherché. Alors heureusement, ils ont arrêté l'expérience au bout d'un an et demi, même si d'autres compagnies continuent à utiliser ce genre de profil parce qu'il a trouvé ses limites, parce que justement, ça manquait un peu d'humain. Alors l'avant-dernière question, elle va être futuriste, bien évidemment, parce que moi, je vois les ressources humaines qui sont en train d'évoluer, qui en 200 ans n'ont pas cessé d'évoluer. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore développé dans les ressources humaines aujourd'hui ? Je dirais que l'autre levier à activer est celui de la capacité à développer les compétences et notamment numériques de ses employés. Donc si j'ai bien compris, il va falloir travailler sur de la formation, sur des programmes pour justement accompagner cette partie numérique chez les futurs salariés ou les actuels salariés d'ailleurs. C'est ça, effectivement, on développe le leadership de certains. Parce qu'en effet, c'est aussi indispensable entre les expertises numériques et puis derrière, savoir justement entraîner les autres. Tu voulais nous parler en effet du leadership et je suis d'accord par rapport à ça. Est-ce que ça serait indispensable ou on peut quand même s'en passer ? Il est indispensable afin d'assurer donc une certaine continuité dans ses équipes quand même. Ça passe par la mise en place d'une forte culture d'entreprise et la mise en place d'aspects fondamentaux, comme par exemple la gestion des émotions de chacun, ou encore la résolution des conflits en interne, ou les techniques de communication publique ou interne. Oui, donc finalement, on en revient toujours à ce fameux lien social qu'on retrouve avec chacun et qu'il va falloir en effet mieux appréhender, mieux travailler dans les prochaines années. Alors pour conclure ce podcast, ma dernière question, ma 12e question, elle va être simple. Pour toi, c'est quoi les missions RH de demain ? On va retrouver le reporting, l'objectif. Non mais le reporting m'allait bien aussi. C'est plutôt sympa, mais reporting je prends aussi. On va donc retrouver le reporting. L'objectif, c'est donc de faciliter la consultation de nos données RH. Donc si j'ai bien compris, tu vas nous parler de la data derrière. Encore une fois, l'analyse prédictive des données, à savoir donc que les RH analysent des faits présents et passés pour faire donc des hypothèses prédictives sur des événements futurs. Oui, je vois que tu as fait exprès de mettre des mots compliqués, mais clairement, on prend ce qui s'est passé, on prend ce qui se passe aujourd'hui, puis on essaye avec toute la data qu'on a récupérée, de faire des schémas qui nous permettraient de savoir où mettre notre temps, notre énergie et nos investissements pour le futur. La troisième chose, ça serait quoi pour toi au niveau des missions RH de demain ? On pourrait aussi automatiser un maximum de tâches administratives et opérationnelles à faible valeur ajoutée. Donc, c'est-à-dire qu'on met l'humain quand il va avoir un impact, mais quand il n'apporte pas forcément quelque chose, on dit que voilà, un robot peut le faire. Hein. C'est un peu ce que tu es en train de nous dire. Aujourd'hui, effectivement, le défi RH, c'est de ne pas rater le train de la transformation de sa fonction et de son entreprise. Donc, si j'ai bien compris, parce qu'on parle souvent des RH en disant que c'est un peu comme les trains, quand ils arrivent toujours à l'heure, on ne se demande pas pourquoi. Dès qu'ils ont un peu de retard, on leur tombe dessus. Donc, en plus de ça, le train, il va devoir se transformer et on doit peut-être passer des vieux trains à des nouveaux TGV, voire à des super TGV. C'est bien ce que tu es en train de nous dire ? C'est exactement ça. Il y a un risque à tout ça si on loupe justement ce fameux train de la transformation, d'après toi ? Effectivement, les ressources humaines en tant que telles pourraient tout simplement disparaître. Non, on va quand même pas souhaiter la fin des ressources humaines, en tout cas au vu de tous les passionnés qu'on peut rencontrer et recevoir. Je ne pense pas qu'il est prêt de disparaître. En tout cas, merci beaucoup Aurélia Claire, psychologue du travail, experte en santé-sécurité au travail chez RH Expert. Merci beaucoup. Je pense que ça a permis à beaucoup d'en savoir un peu plus sur ce que sont les ressources humaines. Merci à vous. En conclusion, j'espère que vous avez apprécié les échanges autant qu'on a eu de plaisir à le faire avec Amara Kamara, Yasmine Zarab et Aurélia Claire pour vous faire partager la passion des ressources humaines. Je vous donne rendez-vous pour votre prochain podcast Expert des RH dans l'épisode 2 consacré au management des ressources humaines. Je vous laisse maintenant RH bavarder et je vous dis à très bientôt.